Salut et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, question du mois toujours sans S, c'est une question personnelle et c'est un jeu de mots qui a du mal. Donc excellente question du mois qui nous concerne un petit peu tous malheureusement aujourd'hui. Question du mois qui nous vient de Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour Volway, j'ai une question concernant la vie aux États-Unis. J'entends un peu partout qu'il y a entre 50 et 60 millions d'Américains qui vivent de bons alimentaires. Toi qui vis aux États-Unis, est-ce que ce phénomène est flagrant ? As-tu vu augmenter cette tendance et comment vivent les pauvres dans ce pays qui, dit-on, ne connaît pas les classes moyennes? Cordialement, Raphaël. Excellente question effectivement de Raphaël, ça va un petit peu me donner l'occasion de parler du côté obscur des États-Unis qui n'est que très rarement relayé par les médias, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Il y aurait énormément de choses à dire ici. C'est vrai que généralement, quand on parle un petit peu de situations d'urgence, de situations dramatiques, voire catastrophiques, généralement on pense tout de suite à des situations un petit peu brutales, que ce soit des situations par exemple de catastrophes naturelles, comme les inondations que nous avons tous les ans et ainsi de suite, ou que ce soit des catastrophes technologiques comme Fukushima par exemple. Mais pour moi aujourd'hui, je pense que la plus grosse probabilité, le plus gros risque que nous puissions observer aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement effectivement cette dégénérescence économique à l'échelle familiale ou individuelle. Donc j'en parle assez souvent sur le blog. Pour moi, c'est vraiment très important et donc ça rentre un petit peu dans toute cette dimension et cette démarche de résilience, que ce soit la résilience alimentaire ou énergétique. Mais donc pour moi, la dégénérescence économique, que ce soit en Europe, en Chine, en Amérique du Sud ou aux États-Unis, comme on va le voir, c'est vraiment ce qui risque de toucher la plupart d'entre nous et c'est ce qui touche malheureusement une énorme partie des Américains. En fait, c'est un sujet assez vaste, je pourrais en parler pendant des heures, expliquer un petit peu comment les États-Unis fonctionnent, les filets sociaux et ainsi de suite. Mais en fait, ce serait un petit peu trop complexe, donc je vais prendre 5 exemples. Le premier exemple, ça va être Los Angeles. J'ai vécu à Los Angeles pendant des années, et donc une des questions est bien évidemment, toi qui vis aux États-Unis, est-ce que ce phénomène de pauvreté est flagrant? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une dimension tiers-mondiste aux États-Unis qui n'est que très rarement relayée. Pas besoin d'ici d'aller en Afrique ou en Amérique du Sud pour un petit peu se confronter à cette dimension tiers-mondiste, à ce tiers-monde que nous pouvons voir au travers de documentaires par exemple. Les États-Unis, c'est le tiers-monde. C'est aussi simple que ça. Mais donc, premier exemple, ça va être Los Angeles. Donc, j'ai vécu à Los Angeles pendant très longtemps. Et à Los Angeles, nous avons un centre-ville. Ce centre-ville ressemble à tous les centres-villes un petit peu de grandes villes américaines, c'est-à-dire des grands bâtiments, des grandes avenues. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le centre-ville de Los Angeles, en fait, s'est effondré dans les années 50. C'est-à-dire que ce centre-ville, en fait, est totalement fictif. Il ne fonctionne pas, personne n'habite, personne ne réside, il n'y a aucun domicile dans le centre-ville de Los Angeles. Et en fait, j'ai eu l'occasion plusieurs fois, j'ai même emmené des amis français, touristes, parce qu'il faut le voir, mais je les ai emmenés donc en centre-ville la nuit, à minuit, 1h du matin, et on s'aperçoit ici très vite que déjà on ferme les portières, parce que nous atterrissons dans un pays qui ne ressemble plus aux États-Unis. C'est des milliers, en fait il y a plus de 70 000 sans-abri qui habitent donc dans ce centre-ville de Los Angeles. On peut parcourir les rues et s'apercevoir que c'est des milliers et des milliers de personnes qui vivent dans la rue sous des tentes, sous des boîtes en carton. Il y a des feux, ils font des feux tous les soirs en plein milieu de la route. C'est l'anarchie totale, c'est Beyrouth, c'est assez hallucinant. Et tout ça à 5 minutes de Hollywood, à 5 minutes de là où habitent Brad Pitt et Angelina Jolie, à 5 minutes de résidence qui coûtent des millions et des millions de dollars. Donc on s'aperçoit en fait que l'écart entre la richesse et la pauvreté aux États-Unis, déjà, elle est énorme et elle se calcule sur des distances qui sont de 1 ou 2 km. Donc c'est assez hallucinant en fait. Los Angeles, ce sera mon premier exemple et c'est vrai qu'on peut s'apercevoir ici d'une pauvreté systémique et d'un tiers-mondisme qui est totalement hallucinant si on considère que nous parlons ici des États-Unis.
Deuxième exemple, ça va bien évidemment être la crise de 2008, notamment cette bulle immobilière que nous avons subie. Et c'est vrai que tout a un petit peu basculé ici pour des millions d'Américains, c'est-à-dire qu'il y a des millions d'Américains qui avaient une maison avec 2 voitures dans le garage, 3 écrans plats dans la maison. Et du jour au lendemain, on a vu ces personnes tout perdre leur emploi, perdre leur domicile, perdre leur famille. Et nous avons eu ici une explosion de la pauvreté qui s'est traduite en fait par une explosion de ce qu'on appelle aux États-Unis les villes-tentes. Donc tent cities, nous en avons un petit peu partout aux États-Unis, notamment la plus grande est en Californie, la capitale de la Californie étant Sacramento. Mais donc nous avons une ville-tente à Sacramento qui est juste hallucinante. C'est des milliers de gens qui se sont vus devoir planter la tente et vivre sous des tentes. Les villes ont un petit peu conscientisé ce problème et ont commencé à installer des abris de jardin dans les parcs pour que les gens puissent dormir dans ces abris de jardin. Donc l'explosion des villes-tentes, effectivement, c'est pas que on a vu augmenter cette tendance de pauvreté aux États-Unis, c'est qu'on a vu une explosion d'un tiers-mondisme assez frappant. Le troisième exemple que je vais donner, c'est l'exemple d'un docteur qui, dans les années 90, il partait souvent, peut-être une fois par an, mais il partait en Amérique du Sud, par exemple, pour un petit peu soigner les pauvres, soigner les gens, et ainsi de suite. Et il l'a fait pendant 3-4 ans, et après 3-4 ans, il s'est réveillé un matin, et il s'est dit, mais pourquoi je vais en Amérique du Sud? Mes concitoyens qui sont à côté de moi ont autant besoin de cette aide médicale que des gens qui vivent dans d'autres pays. Et en fait, il a commencé cette organisation et il s'est mis avec, aujourd'hui, on a plus de 200 docteurs, 200 ou 300 docteurs, donc c'est des généralistes, des spécialistes, des gynécologues, des dentistes, qui en fait voyagent au travers des États-Unis et s'installent dans les stades de foot et ils ouvrent leurs portes pendant 72 heures. Les mecs, ils travaillent pendant 72 heures sans s'arrêter et ils ouvrent leurs portes à des milliers et des milliers et des milliers de familles et d'Américains qui viennent faire la queue pendant 72 heures pour peut-être recevoir des soins. Donc quand on parle de pauvreté systémique, quand on parle de tiers-mondisme, effectivement cette notion d'accès en fait à l'aide médicale est assez impressionnante aux États-Unis. Mon quatrième exemple, ça va être Détroit. La ville de Détroit, on connaît tous un petit peu la problématique. C'est assez intéressant la ville de Détroit parce que Détroit en fait littéralement a construit les États-Unis au travers de son acier bien évidemment et au travers de ses voitures aussi. Mais donc c'est une ville qui a connu un effondrement. Je parlais un petit peu de l'effondrement du centre-ville de Los Angeles dans les années 50 qui n'a jamais récupéré. Mais là on parle d'une ville tout entière, une ville en plus, une ville phare aux États-Unis, une ville motrice d'une certaine force économique. Et donc on a un effondrement de l'économie, un effondrement social à Détroit qui est assez hallucinant. On a tous vu un petit peu des images de cette ville et de cet effondrement. Et donc je parle souvent sur le blog par exemple de résilience alimentaire, je parle souvent de permaculture, de micro-polyculture, de toutes ces choses-là. Et par exemple on s'aperçoit à Détroit que cette démarche de résilience alimentaire, c'est pas un truc de bobo ou c'est pas un truc qui nous fait plaisir parce que on est en train d'essayer de confronter un petit peu la machine agricole avec leurs produits chimiques et ainsi de suite. Là on a un réel besoin de sécuriser une certaine nourriture et on s'aperçoit à Détroit par exemple qu'il y a effectivement une explosion de toutes ces notions d'indépendance et d'autonomie à l'échelle du citoyen. Donc Détroit, ville phare un petit peu de cette ambiance d'effondrement économique mais aussi social où nous avons des citoyens qui ont été forcés de se prendre en main et de prendre en main leur propre bien-être et notamment au travers du développement de jardins urbains et de toutes ces notions d'agriculture. Mon dernier exemple, ça va tout simplement être ma ville. Donc 2008, avec mon épouse, nous avons un petit peu décidé d'évacuer Los Angeles. Pour nous, c'était carrément une évacuation. Tous nos voisins, par exemple, dans notre immeuble, tous nos voisins se sont fait cambrioler après 2008.
nous sommes les seuls qui ne nous sommes pas fait cambrioler, grâce bien évidemment à la défense passive du domicile et aussi aux chiens. Merci aux chiens. Mais donc, nous sommes atterris dans un milieu rural qui est assez fantastique, mais même ici, nous avons cet impact économique qui est très présent. Par exemple, là, c'est le début de l'hiver, je commence à avoir très froid en garage. Mais là, c'est le début de l'hiver et la ville vient d'installer, comme tous les ans, une tente en centre-ville avec des chauffages d'appoint à l'intérieur, tout simplement parce qu'il y a des gens en ville qui, malheureusement, l'hiver, ne peuvent pas tout simplement payer leur facture de gaz, d'électricité ou de mazout pour chauffer leur domicile. Et donc la ville a installé une tente, comme tous les ans, qui va rester tout l'hiver ici avec des chauffages d'appoint pour pouvoir recevoir toutes ces personnes qui sont dans une certaine difficulté économique, qui ne peuvent pas faire chauffer leur maison tout simplement. Et donc on va les mettre dans cette tente pendant tout l'hiver. On a aussi une dimension, c'est un petit peu l'avantage du milieu rural comparé au milieu urbain comme Détroit par exemple. Les habitants de Détroit sont un petit peu obligés de rester sur ces notions de résilience alimentaire au travers de l'agriculture. Nous avons cette chance en milieu rural ici d'avoir une deuxième dimension qui va être la pêche et la chasse et la cueillette, en plus bien évidemment de cette résilience alimentaire au travers de l'agriculture. Mais je connais des gens par exemple en ville qui sont d'une pauvreté systémique assez impressionnante et qui bien évidemment doivent sécuriser de la nourriture, et la chasse, la pêche et la cueillette a une dimension extrêmement importante pour nous ici en milieu rural. Donc ça remet un petit peu, ça recadre un petit peu cette idée de chasse aussi. Nous avons des besoins ici économiques par rapport à la nourriture. Donc voilà pour cette question. Merci à Raphaël. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais c'est vraiment très important pour nous, je pense aujourd'hui, de réaliser un petit peu cette dégénérescence économique qui effectivement a explosé aux États-Unis. Stay safe.